3, installez-vous. Alors, Jessica Sainty, bonsoir, bienvenue. Vous êtes politiste à l'Université d'Avignon, vous êtes spécialiste de l'extrême droite. Emilia Ouarvial, bonsoir, bienvenue, politiste à Sciences Po Paris, spécialiste de la droite. Et Hélène Salvi, la chef du service politique de Mediapart. Bienvenue, Hélène. On a parlé de l'abstention pendant cette première partie de l'émission. Est-ce que vous voulez ajouter un mot là-dessus, peut-être notamment sur la question du Rassemblement national? On a beaucoup dit, en tout cas, à l'issue du premier tour, que ça avait joué en sa défaveur. La région PACA donc, a été remportée semble être remportée assez largement par Renaud Muselier, bien que son score soit pas ridicule non plus. Plus de 40%, on peut se demander quand même comment c'est possible. Mais du coup, cette abstention, elle a plutôt porté préjudice au RN. Elle a porté préjudice au RN, comme à tous les partis. Il me semble que ce à quoi on assiste là, c'est une forme de normalisation du Rassemblement national en tant que parti politique sur la scène politique française. Et qui dit normalisation dit que le RN est victime, comme les autres partis, de l'abstention. Il n'y a pas de raison qu'il continue à consolider ses bases, alors que tous les autres partis voient leurs bases militantes et sympathisantes s'effriter. Sur la région PACA, Hélène, Thierry Mariani, finalement, qui était censé être le candidat qui allait rassembler un peu plus largement, n'étant pas un candidat issu des rangs du Rassemblement national, le pari n'a pas fonctionné suffisamment. Non, le pari n'a pas fonctionné. Ce qui est assez drôle ce soir, c'est que, puisqu'on est un plateau de droite, je vais aussi parler de La République En Marche, ce qui est assez drôle ce soir, c'est de voir que les responsables de La République En Marche se réjouissent de l'accord d'avant premier tour qu'ils ont réalisé avec Renaud Muselier pour battre le Rassemblement national. Ils oublient un petit peu dans les commentaires que la gauche a choisi de se retirer dans l'entre-deux tours et qu'il y a quand même énormément de personnes du coup de gauche qui n'avaient pas très envie de voter Renaud Muselier, mais qui se sont déplacés aujourd'hui pour vraiment faire barrage. Des gens qui ne sont pas des ennemis de la République, donc, n'est-ce pas? Je crois qu'on a en ligne Jean-Marie Le Forestier de Mars Actu, notre partenaire. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe en région PACA? Je vous l'avais bien dit, c'est une victoire assez large, a priori, qui se dessine pour Renaud Muselier. Il y a eu des sondages particulièrement alarmistes dans la semaine qui donnaient à 50-50 les deux candidats. Cette fois, on a observé un léger regain de la participation dans la région, plus 4 points entre le premier et le second tour, ce qui veut dire que le Front républicain a plutôt fonctionné, mais c'est pas non plus l'élan qu'on aurait pu attendre, qu'on avait constaté aussi il y a 6 ans, quand Christian Estrosi, à la tête d'une liste de la droite et du centre, avait battu Marion Maréchal-Le Pen dans une configuration similaire au deuxième tour. Donc ça permet à la gauche ce soir de s'en inquiéter un peu. Jean-Laurent Félicia, qui était le candidat de ce Rassemblement social écologique au premier tour, dit déjà qu'il est déçu de cet élan. Il aurait espéré que finalement, après ses propres atermoiements, il aurait espéré que la mobilisation soit bien plus importante. Donc il est vrai que ce soir, la gauche ne sait pas trop sur quel pied danser, on va dire, dans la région. Justement, comment les électeurs de gauche réagissaient ces jours-ci? Jusque dans la liste de Jean-Laurent Félicia, c'était compliqué. On a raconté dans un article qui est paru dans Mars Actu et aussi sur Mediapart les coulisses du retrait de Jean-Laurent Félicia, qui dans un premier temps, souvenez-vous, avait annoncé se maintenir. Et bien finalement, cette liste elle était assez représentative de l'électorat de gauche. Pas décidé à être rayé de la carte dans cette région. C'est un peu la difficulté, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est à toutes les élections régionales désormais, faudra-t-il au deuxième tour se résoudre à aller voter à droite pour éviter le pire? C'est un peu ce qu'on entendait ces jours-ci, avec évidemment des réactions différentes. L'essentiel des forces de gauche, à commencer par le maire de Marseille, Benoît Payan, socialiste, se réjouissent ce soir du fait que Thierry Mariani ne soit pas passé, mais c'est vrai que les électeurs qu'on croisait étaient assez dubitatifs sur leur sort dans cette région qui s'ancre durablement à droite. Est-ce que Renaud Muselier a donné des garanties à ces électeurs qui ont fait le Front républicain?
Alors oui, il a comme Christian Estrosi il y a 6 ans, qui ne l'avait finalement pas respecté longtemps, donné une garantie principale qui est de dire qu'il y aura une conférence consultative avec les représentants de cette liste de gauche et des écologistes avant chaque assemblée, ils pourront proposer un vœu, une délibération, une motion qui seront mis à l'ordre du jour de la vraie assemblée régionale à laquelle ils ne participeront pas. Voilà, la dernière fois, ça avait fait long feu, effectivement. L'autre garantie, c'est qu'il parle d'une forme de comité d'audit pour vérifier ses engagements écologiques. Le slogan de Renaud Muselier durant son premier mandat était une COP d'avance, comme la COP 21, donc essayer d'avoir un temps d'avance sur les mesures environnementales. Alors, on a largement démontré qu'il y avait beaucoup de communication plus que de l'avancée réelle pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc cette fois, il dit qu'il y aura la possibilité d'être audité par des représentants des forces écologiques qui pourront mesurer la réalité de ces avancées pour la planète. Oui, on ne sent pas que tu y crois tant que ça à ces promesses, Jean-Marie Le Forestier. Merci. On te retrouve bientôt dans Mediapart, Jean-Marie Le Forestier de Mars Actu. En plateau, Emilia Ouarvial ou Hélène, est-ce qu'on peut faire confiance à Renaud Muselier? Est-ce qu'on peut se dire que la gauche ne va pas disparaître de PACA pendant le prochain mandat régional? Je suis un peu comme votre intervenant, j'ai un peu du mal à y croire. On peut, voilà, je ne suis pas dans sa tête, mais il n'y a pas de raison objective. Il n'y a pas de raison objective qui suive ses engagements. On se souvient dès 2002, Jacques Chirac qui aurait pu très bien prendre en compte des voix de gauche, sachant qu'il avait été élu quand même en partie grâce à elle, qu'il ne l'a pas fait. On voit que ça n'a pas été le cas en 2015, que ce soit dans les Hauts-de-France ou en PACA. Il n'y a pas de raison objective qu'il le fasse. Il est élu, il a les voix, il a les sièges. Bon, peut-être, qui sait, mais je ne crois pas tellement. Par ailleurs, juste une chose, on parle beaucoup de l'abstention et de la catastrophe démocratique que ça engendre. Je trouve que PACA, c'est vraiment un exemple de vrai problème démocratique depuis 2015, depuis l'élection de Christian Estrosi face à Marion Maréchal Le Pen. La gauche est absente et elle le saura probablement s'il ne fait pas ses promesses, quoi. Oui, s'il ne tient pas ses promesses. S'il ne tient pas ses promesses, merci. Elle le saura probablement pendant 12 ans. Et on a interviewé cette semaine Michel Vauzel, qui est l'ancien ministre socialiste. On l'a interviewé cette semaine dans Mediapart. Et lui, il a présidé la région PACA pendant près de 18 ans. Et il disait... Pour moi, la catastrophe, c'est qu'en fait, pendant 12 ans, dans le conseil régional que j'ai présidé, pas une seule voix de gauche ne va être émise. Mais qu'est-ce que ça veut dire globalement? Parce qu'on dit simplement ils disparaissent. Mais qu'est-ce que ça veut dire de disparaître dans une région? Ça veut dire que pendant 12 ans, l'opposition principale, la voix qui portera au-delà des murs du conseil régional, c'est celle du Rassemblement national face à une majorité qui est celle de la droite PACA. C'est pas la droite de la Normandie ou la droite, c'est une droite déjà qui est assez dur. Donc, en fait, il faut se rendre compte que c'est un vrai problème, ce qui s'est passé, en fait. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire barrage à l'extrême droite. Je dis simplement que maintenant, il faut regarder assez sérieusement ce qui se passe dans ce genre de région. Alors, justement, la droite qui est moins la droite dure de PACA, on va en Pays de la Loire. Mathieu Orphelin, l'écolo, échoue à remporter la région. C'est donc Christelle Morancet qui l'emporte environ, avec 46% environ. François de Rugy, donc de la majorité qui s'est maintenu, remporte 8% des suffrages exprimés. Vu le taux d'abstention, ça ne doit pas faire beaucoup de voix. On va en Île-de-France où les premières estimations donnent Valérie Pécresse gagnante avec 45% des voix, assez largement devant la liste d'union menée par Julien Bayou. 45% pour la sortante, donc 32% pour Bayou. Bardella et Saint-Martin de la majorité, Bardella du RN, sont à peu près au même score, entre 10 et 11%. On va rapidement écouter Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, sur les résultats de son parti à ces élections. Je suis plus que jamais déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité au bénéfice des Français, parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques, et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission. Je donne rendez-vous aux Français
dès demain pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin. Marine Le Pen, Alors, réaction, Jessica Sainty. Alors déjà, elle les avait bien engueulés pour qu'ils se mobilisent au second tour. Bon, bah, pas de bol, ça n'a pas marché, l'engueulade. Elle se tourne direct sur la présidentielle. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas une élection, c'est pas grave, il y en a une autre, vous inquiétez pas, celle-ci, elle n'est pas importante. Comment il faut comprendre ce message? Alors, certes, les élections régionales ont moins de poids que la présidentielle et les législatives, qu'on oublie quand même un peu trop souvent. C'est les législatives qui vont vraiment venir donner la majorité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde les résultats en nombre de voix et pas juste en suffrage exprimé, moi je travaille sur Avignon, on se rend compte que Thierry Mariani a perdu 40% des voix des électeurs par rapport à ce qu'est le score de Marion Maréchal Le Pen il y a 6 ans. Donc là, il y a un vrai fossé qui s'est creusé. Et ce que je disais tout à l'heure en termes de normalisation du parti politique, comme tous les partis politiques, ce qu'on est en train d'observer, c'est une forme de déconnexion qui est de plus en plus importante entre les élites politiques et les citoyens, les électeurs, qui ne vont pas voter parce que le message, le discours, l'offre politique ne leur convient pas. Et ne leur parle pas. C'est-à-dire que la volonté de normalisation de Marine Le Pen a pour corollaire qu'elle donne une image de déconnexion comme ses concurrents traditionnels, LR, PS par exemple? En tout cas, on n'a pas l'impression que le RN, dans les quelques mandats qui ont pu être conquis ces dernières années, ils n'arrivent pas à donner le change, ils n'arrivent pas à porter une politique qui soit radicalement différente de celle qu'ils faisaient avant. Après, il y a une forme de prime aux notables, de prime aux sortants qui s'exprime aussi. On a vu aux élections municipales que les candidats RN ont été réélus, mais là aussi dans un contexte de très forte abstention qu'on a connu l'an dernier. On a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission Xavier Bertrand, on a entendu Laurent Wauquiez. Les deux étaient déjà tournés, notamment Xavier Bertrand, vers la présidentielle. Là, on a entendu Marine Le Pen qui dit que voilà, la meilleure élection pour changer tout ce qui ne va pas, c'est la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une erreur fondamentale qui fait que les électeurs se désintéressent de ces élections puisqu'on leur parle tout le temps de la présidentielle comme si c'était le Graal, comme si on ne s'occupait pas vraiment des questions qui les préoccupaient? C'est-à-dire qu'ils le fassent maintenant au soir du second tour, c'est presque logique, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'ils le font depuis un mois et qu'effectivement, il n'y a pas un électeur, si ce n'est peut-être dans des enjeux très régionaux, en Bretagne, en Corse, qui n'a entendu vraiment parler des compétences de la région. On a entendu beaucoup de sécurité, vous l'avez dit sur le précédent plateau, alors que ce n'est pas une compétence ni de la région ni des départements. On a entendu parler beaucoup d'un prétendu duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors qu'il me semble qu'il n'était pas tellement candidat assez régional. Bon, voilà, de fait, dans ce spectacle-là, on pourrait presque comprendre, d'ailleurs on les comprend, les personnes qui ont préféré aller à la pêche. Émilien ou Arvial, sur 7 présidents de droite quasi assurés donc, de leur réélection, d'ailleurs là donc c'est le cas pour Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, il y en a 3 qui ne sont pas encartés à LR. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'est devenue cette formation? Ça dit que finalement, c'est une formation qui est orientée essentiellement vers l'obtention de voix, ce qu'on appelle un parti électoral professionnel. Donc finalement, tant qu'ils ont le candidat qui leur permet, parce que évidemment derrière la personnalité, il y a aussi tous les conseillers régionaux qui sont élus, il y a le fait qu'on puisse se vanter entre guillemets de diriger les régions, même s'ils ne sont pas tout à fait encartés, c'est pas grave. Donc finalement, tant qu'il y a la personne qui est là, tant qu'il y a la personne qui va, qui est bien implantée, qui récolte des voix, qui séduit pas beaucoup d'électeurs, mais enfin au moins les électeurs qui vont voter, c'est tout à fait suffisant. Et après, il y a un truc qui est certain, c'est que ça montre aussi la difficulté pour LR de montrer que de convaincre ses cadres que c'est grâce à son image, grâce à son label qu'on pourra gagner. Et c'est à partir de ça que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse se sont un peu détachés en disant finalement on n'est plus si sûr que ça, on va monter notre propre petit mouvement, on aura de toute façon le soutien de LR et donc on peut s'en sortir sans eux finalement. Quand on regarde les résultats qui se dessinent, il y a une espèce de statu quo. En fait, les régions qui étaient à droite semblent le rester, celles qui étaient à gauche aussi. Le RN n'a pas fait la percée attendue. C'est assez difficile, je trouve, avec une participation très faible, d'analyser ces régionales. Qu'est-ce que vous en retiendriez chacun? Ce que j'en retiens, c'est que finalement, il y a... Au-delà de l'abstention. Au-delà de l'abstention,
C'est compliqué, c'est dur. attention, parce que de toute façon... Voilà, merci, bonsoir, l'émission est terminée. De toute façon, les électeurs qui vont voter quand quasiment personne ne va voter, c'est les gens qui ont été habitués, qui ont été socialisés à voter parce que c'était un devoir, et donc c'est les anciennes générations. Donc évidemment, ça profite forcément à la droite qui est la plus implantée chez les anciens, et ça profite aussi aux sortants. Et donc finalement, ce qu'on voit là, c'est que ne votent que ceux qui sont habitués à voter, pas qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est pas une question pour eux. Ils vont voter parce qu'il faut. Et donc finalement, quand les gens se désintéressent, on a des résultats qui sont pas forcément très surprenants. Et évidemment, si on leur dit que rien ne se joue à cette élection parce que finalement, comme vous l'avez dit, régional, c'est pas fondamental, pourquoi se déplacer? Donc rien ne change finalement. Jessica Sainty. Rien ne change. Rien ne change, ou en tout cas ce qui vient s'affirmer, c'est cette déconnexion dont je parlais juste avant entre les élus, la classe politique et les électeurs. Et manifestement, et là ce que je trouve plus inquiétant, c'est que on a le sentiment, à écouter les discours, les quelques discours que vous avez passés là, qu'ils ne vont rien faire pour que ça change. Et c'est là où ça me semble un peu inquiétant d'un point de vue de société. Sur le Rassemblement national, c'était déjà le cas. Enfin, le second tour ne nous donne pas beaucoup plus d'enseignements par rapport au premier, mais en tout cas au premier tour, on avait noté donc un net recul en nombre de voix. Alors, je sais qu'il ne faut pas qu'on compare régional et présidentiel, deux scrutins qui mobilisent de façon très différente, mais cette sous-mobilisation envers le Rassemblement national, est-ce qu'il augure quelque chose de ce que sera pour Marine Le Pen sa trajectoire présidentielle, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun lien à faire? C'est difficile de faire des liens comme ça aujourd'hui, où la plupart des candidats ne sont pas déclarés. Sur les présidentielles, par exemple, à droite, il y a beaucoup de candidats qui veulent y aller, mais on ne sait pas quel sera au final son adversaire l'année prochaine. Donc c'est un petit peu difficile de se projeter à partir des résultats d'aujourd'hui. Peut-être que dans un an, on pourra dire qu'on a vu des choses se profiler. À l'heure d'aujourd'hui, ça me semble hasardeux. Est-ce qu'on a des résultats sur la Corse? Je me demandais, Hélène. Oui, on a des résultats partiels. En tout cas, partiels, oui. Oui, c'est assez intéressant. Gilles Simeone fait quasiment 39 et quelques, quasiment 40, qui est donc le président du conseil exécutif de Corse, qui avait face à lui la droite de Laurent Marcangeli, qui fait 32, je crois, 32 et quelques. Et ensuite arrivent les deux autres listes nationalistes, avec lesquelles, si mes calculs sont bons, il n'aura même pas besoin de trop composer. Donc finalement, je crois qu'il a presque une majorité absolue pour la collectivité territoriale. Avec une région qui vote un peu plus que qui vote beaucoup le continent, plus, si j'ose dire. Ouais, qui vote beaucoup plus que le continent, et c'est ce qu'on a analysé aussi cette semaine. C'est ça qui était assez intéressant. Après, il y a des particularismes en Corse, on ne va pas se les cacher. Ils existent, ils sont anciens. Pour autant, il y avait des leçons un peu démocratiques à tirer. C'est ce qu'on a étudié cette semaine. C'est vrai qu'ils ont mené une campagne de facto très locale, avec des enjeux très locaux. Les Corses sont des gens qui sont très politisés à la base. Et puis par ailleurs, il y a une proximité, et c'est important, parce que ça renvoie aux régions de 2015 qui ont fait ces grands territoires où tout le monde se perd et plus personne ne se connaît. En Corse, c'est peu d'habitants, je crois que c'est 214 000 inscrits, quelque chose comme ça. Donc c'est des liens qui sont très directs. Et bien on se rend compte qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de mystère, ça vote. Alors, on va à l'autre bout de la France, on va aller à Lille, on va retrouver Jacques Transo de notre partenaire Médiacité. Jacques, tu es en ligne avec nous. Bonsoir Jacques. Dans le Nord, donc Xavier Bertrand l'emporte largement, mais la gauche revient dans l'hémicycle. Oui, alors c'est le grand retour de la gauche dans l'hémicycle. Il faut se souvenir qu'en 2015, Pierre de Saint-Ignon, qui à l'époque dirigeait la liste PS, s'était en fait retiré pour éviter la menace Front National. Donc ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas de gauche dans l'hémicycle. Et les débats étaient un peu stériles d'ailleurs entre Xavier Bertrand et les 56 élus d'extrême droite. Et quelque part, donc, la gauche peut saluer ce retour. C'est d'ailleurs une des raisons qui avait amené la liste
à trouver cette fameuse union de la gauche, comme on disait, plurielle autrefois. Hein. Il y avait Karima Delli donc, qui emmenait cette liste, mais qui avait réussi à convaincre le PS, le Parti communiste français et la France insoumise d'aller avec elle. Donc ils vont revenir avec une grosse vingtaine d'élus. Ça va changer un peu les choses dans l'hémicycle. Il y aura des débats sans doute plus nourris, plus construits, et ça ne peut que faire du bien à la démocratie. Voilà. Ça, c'est... Avec 20 élus, ouais, c'est positif que la diversité des voix soit représentée dans l'hémicycle. 20 élus, ça permet ça donne quoi comme marge de manœuvre à Karima Delli et les gens de sa liste? 20 élus, ça donne pas beaucoup de marge de manœuvre parce que la majorité de Xavier Bertrand sera à nouveau écrasante. En revanche, ça peut provoquer des débats intéressants. Ça peut préparer une alternance pour le coup d'après. C'est des moyens aussi. Il faut, pour faire la politique, il faut des moyens. Et donc, les conseillers régionaux ont des moyens pour créer des débats, de la réflexion. Et donc, il faut voir plutôt le coup d'après. Et c'est en ce sens que c'est important de revoir l'union de la gauche et la gauche plurielle dans cet hémicycle. Il y a un point peut-être que je voudrais rajouter concernant Xavier Bertrand, car il a certes connu la plus forte augmentation entre le premier et le second tour. Avec 53% des voix, il gagne à peu près 12 points. Rappelez-vous, Laurent Pliatrassienski, donc tête de liste LREM, donc la majorité présidentielle, avait fait un peu moins de 10%. Donc on peut estimer qu'une bonne partie des électeurs macronistes se sont reportés sur Xavier Bertrand. On ne peut pas le prouver, mais on peut l'estimer. À l'inverse, la liste Chenu, donc pour le Rassemblement national ou Karima Delli, ont très peu progressé. Il faut le noter. Et le dernier point important, c'est que malgré cette victoire écrasante de Xavier Bertrand, ça reste quand même une victoire en trompe-l'œil, parce qu'il a été élu avec à peu près, on estime, 730 000 voix. C'est plus de la moitié moins du nombre de voix qu'il avait obtenu en 2015. Donc merci Jacques Transo à Lille. Donc même quand effectivement il y a victoire, c'est une victoire avec moins de voix qu'une précédente. Je trouve que l'exemple des Hauts-de-France est intéressant si on le comparait à la disparition de la gauche en PACA. La gauche avait disparu pendant la précédente mandature et en fait on se rend compte que pour qu'elle revienne, c'est quand même assez compliqué. Karima Delli a fait un tout petit score en fait en étant une liste d'union. Là c'est 21-22% sur le second tour. En fait c'est ça aussi la conséquence de la disparition de la gauche, c'est qu'elle revient mais sur la pointe des pieds en fait. Sur la pointe des pieds parce qu'on ne l'a pas entendu pendant 6 ans. Enfin c'est absolument normal. Ça veut dire qu'il y a tout à reconstruire, il y a des voies à faire connaître. C'est pour ça que... Enfin, en PACA, ça va être très très long, après 12 ans, et surtout dans un territoire pareil. Enfin, moi, je ne vois même pas comment c'est jouable. Un dernier mot avant de se quitter sur le score de la droite et la chute de l'extrême droite, en tout cas sur ces régionales, de votre part? Effectivement, ce qui va se passer, on peut espérer une reconnexion pour 2022, alors une remobilisation. Après, cette chute de l'extrême droite n'en est pas vraiment une, puisque c'est ce que je disais à l'instant. Le RN va continuer d'exister dans l'hémicycle, dans les politiques régionales, et aura une tribune d'expression. Donc il y a une défaite aujourd'hui, mais sur les années à venir, on n'est pas à l'abri non plus d'une nouvelle percée ou de nouveaux scores importants du RN en PACA et partout ailleurs en France. Émilien Ouarvial, la droite, lorsqu'elle est dans l'opposition, il lui reste donc ses bases locales, mais est-ce que c'est une force ou est-ce que ça menace le parti de féodalisation avec un centre affaibli? C'est une force quand il y a des élections locales. Le problème, c'est quand on arrive aux élections nationales où on a plusieurs personnes qui ont leur légitimité propre, qui ont leurs ressources propres, qui ont leur réseau bien implanté, qui arrivent à mobiliser des militants en dehors du parti, comme on l'avait dit. Et donc, la question se pose de trancher entre toutes ces personnes. Il y a 5 ans, le moyen assez bien trouvé, malgré tout, de la primaire. Aujourd'hui, on sent que en fait, les élections régionales sont un genre de primaire qui ne dit pas son nom. Et finalement,
finalement, les candidats qui sont déclarés le plus tôt et qui obtiennent de bons scores, de facto, deviennent un peu ce que Christian Jacob appelle le candidat naturel. C'est pas la meilleure méthode démocratique, mais en tout cas, ça marche comme ça aujourd'hui. Hélène, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, juste une chose. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué chez les Républicains. C'est déjà au soir du premier tour, ils étaient très joyeux, très, très heureux d'être comme si l'abstention n'existait pas. Et alors, chose assez fascinante, le lendemain, ils ont envoyé une newsletter où ils remerciaient leurs adhérents, j'imagine leurs militants, qui était intitulée « Merci pour cette belle mobilisation ». Et ce que je trouve dingue, en fait, c'est qu'avec 67% d'abstention, je me suis dit... En fait, personne n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on va repartir comme en l'an 40. Les sortants ont gagné, la droite a l'impression d'être bien implantée localement. Emmanuel Macron, il se dit de toute manière qu'il n'a pas de parti et qu'il n'a pas structuré en 4 ans. Donc bon an, mal an, c'est sur sa seule personne. En fait, chacun va rester dans son couloir. Et je trouve que c'est peut-être ça le plus effrayant comme leçon. Alors, en parlant, vous parliez de primaire qui ne dit pas son nom. Justement, on va écouter des candidates à cette primaire qui ne dit pas son nom, la sortante d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui donc gagne à nouveau la région. Les Franciliennes et les Franciliens ont décidé de me renouveler leur confiance comme présidente de notre région et je les en remercie du fond du cœur. Mais je pense ce soir à tous les Franciliens qui se sont abstenus. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi et je salue mes adversaires dans cette campagne. À tous, je veux dire ce soir que je continuerai à diriger la région comme je l'ai fait depuis 6 ans, en affirmant mes convictions, bien sûr, mais aussi en restant à l'écoute de toutes les opinions et sans aucun sectarisme. J'ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens. Les Franciliens ont reconnu en moi une femme d'ordre, une femme libre, une femme fière de servir sa région et son pays. Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part. Plus que jamais, je veux continuer et amplifier mon combat pour mes convictions, mais aussi pour les valeurs de la République, de toutes mes forces. Vive l'Île-de-France, vive la République et vive la France. Valérie Pécresse, donc la présidente d'Île-de-France, vous pourrez parfois confondre. Je vous voyais faire des petites mimiques. Dites-nous ce qui se cache derrière les mimiques, Emilia Warvial. D'abord, il y avait cette histoire du petit mot pour les abstentionnistes qui est un peu compliqué, parce que sachant que la campagne de Valérie Pécresse s'est beaucoup basée au second tour sur l'opposition à la gauche et la menace qu'elle pouvait représenter sur les indigénistes, on n'a pas beaucoup entendu parler d'abstention. Voilà. Et par ailleurs, il y a ces mots qui sont en fait très vagues. C'est-à-dire qu'en fait, elle pourrait y aller, elle pourrait pas y aller. Tout est lancé, puis on verra bien ce qui colle après. Mais on sent qu'en effet, il n'y a pas des... Mais bon, après tout, ils ont gagné, donc c'est ça qui compte pour eux. Il n'y a pas des grandes leçons qui ont été tirées. Ça, je pense que c'est assez clair de leur côté. Hélène ? Non. On s'arrête là. Non, mais je salue la métaphore footballistique de Valérie Pécresse. Bon, il est 21h, je vais céder ma place à Fabien Escalona et à ses invités pour parler de la gauche et de son avenir. On souhaite qu'elle en ait un. Je vous rappelle notre offre, 6 mois pour 20 €. Il vous reste quelques heures pour en profiter. Si vous le pouvez, n'hésitez pas. On ne vit que grâce à vous. Merci Jessica Sainty, merci Emilia Warvial.